Donc c'est la seconde partie, donc la suite. Donc je vous souhaite une bonne écoute et franchement c'est très très intéressant. Grandine de ces photos qui avait trouvé une structure en nid d'abeille, mais on voit bien ici que nous sommes dans l'explication douteuse et absurde. Le scandale du Michigan en 1966, des policiers donc observent des disques volants qui font des virages pointus, qui se déplacent à des vitesses extraordinaires, ils les suivent en voiture et avec plusieurs dizaines de témoins. Et on leur dit qu'ils ont confondu avec Jupiter ou des étoiles. Donc ça a créé un premier scandale. Et le deuxième est venu de l'université de Hillsdale, ici, donc on voit quelques pensionnaires. Des témoins en nombre voient un objet apparaître et descendre dans les marais. On va sur place et on trouve des traces de bord, de la radioactivité. On a un croquis commun qui a été fait par les témoins et l'US Air Force dit, via Alain Hynek, qu'on a affaire à un gaz des marais. Alors c'est devenu un gag international. Le fameux gaz des marais, ça c'est quelque chose au rayon des hypothèses foireuses. Donc on voit là 3, et ça c'est que cette catégorie. Après il y a tous les rapports très douteux. Alors le premier rapport, c'était le SIGN, qui en 1948 concluait à des véhicules interplanétaires. Parce que bien sûr, il y a eu cette grande vague de 47, mais il y a eu aussi des bases nucléaires qui avaient été survolées en 1948 aux États-Unis et au Nouveau-Mexique, sans explication. Tout ça, c'est documenté par des archives militaires déclassifiées officielles. Et donc, ce rapport 5 conclut que nous avons affaire à des extraterrestres. Ça ne plaît pas au général Hoyt Vandenberg qui ordonne sa destruction. Et l'année suivante, c'est un nouveau rapport, mais cette fois-ci bien différent. C'est le rapport Grudge, qui veut dire rancune, qui est destiné donc au public. Et les conclusions sont les suivantes. Je cite. Toutes les analyses indiquent que les observations d'OVNI résultent 1. D'une méprise avec des objets conventionnels, d'une forme d'hystérie collective et de nervosité, d'individus qui inventent ces observations pour faire des canulars ou se rendre intéressants, de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Sympa. Voilà, donc je pense que de nos jours, aucun organisme au monde pourrait produire ce genre de rapport parce que ce serait une bronca générale, il y aurait des dépôts de plainte, parce que c'est quand même assez injurieux envers les témoins. Et on rappellera que c'est en contradiction avec la réalité, puisque dès l'année 1948, on a également, en plus des grandes vagues et du nucléaire, des pilotes qui commencent à parler. Il y a des incidents, il y a l'incident Gorman, il y a l'incident Thomas F. Mantel qui est mort en avion après avoir s'est approché en hauteur d'un ovni et d'autres. Donc, le rapport suivant sera le panel Robertson, 1952-1953. La commission conclut à l'unanimité qu'il n'y avait pas de preuve d'une menace directe contre la sécurité nationale dans les observations d'OVNI. Remarque personnelle, là c'est une réponse à côté de la plaque. Parce qu'on leur demande si c'est une réalité, ce qu'il y a derrière, ils répondent qu'il n'y a pas de menace. Ouais. C'est aussi contradictoire avec ce qui se dit actuellement, parce que depuis 2017, beaucoup de militaires disent que le phénomène OVNI, aussi appelé PAN ou UAP, peut représenter une menace. Sinon, pour la petite anecdote, donc, la commission Robertson parle de comportement hystérique de masse, dommageable pour l'autorité. Elle dit qu'il faut surveiller les associations ufologiques parce qu'ils s'investissent dans des activités subversives. Mesdames et messieurs les ufologues, vous faites des activités subversives. Et voilà. Donc après toutes ces affaires, on a la catégorie des scandales. Quand il y a eu le scandale du Michigan en 1966, il y a eu une forte pression de l'opinion publique pour demander la vérité sur les ovnis. Et les militaires ont dit, bon, c'est vrai cette fois-ci, c'est promis juré, on va vous donner la vérité. Ouais. On va confier cette mission à un organisme indépendant, l'Université du Colorado, et ça sera confié à Monsieur Condon, qui était un physicien. Eh bien, très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a tentative d'arnaque, puisque Monsieur David Sanders, qui faisait partie du panel, va sortir une note interne qui était de l'assistant de Condon, qui va démontrer qu'en fin de compte, le rapport devait être orienté à sa base, quoi. La conclusion était déjà écrite. Et elle disait que il faut conclure qu'il n'y a rien derrière le phénomène unique, c'est un résultat négatif, et que nous avons un
nombre impressionnant de preuves qu'il n'y a aucune réalité dans ces observations. Donc un rapport biaisé qui se basait sur l'étude de 56 cas. Je passe sur le rapport Blue Book. Le rapport Blue Book a étudié 12 000 cas. Il n'en a retenu que 700, comme inexpliqué. Bon, il y en a qui ont contesté les chiffres en disant qu'il y avait beaucoup plus. Je ne rentre pas dans la polémique. Les 700 sont déjà très bons. Il y a des rapports de pilotes avec des ovnis, des rapports radar visuels, etc. Mais ce n'est pas le rapport Blue Book qui est problématique, c'est sa conclusion. Une fois de plus, ni le phénomène ovni, dit qu'il n'y a pas de menace, etc. Donc, ça c'était pour la catégorie des scandales. Nous avons maintenant la catégorie des pressions sur les témoins par des autorités. Alors, de nos jours, depuis quelques années, la main sur le cœur, certains officiels disent on va déstigmatiser le phénomène ovni, les témoins doivent parler en toute liberté, nous ne faisons pas de pression sur les témoins. Eh bien, j'ai envie de répondre, des pressions sur les témoins, vous en avez fait pendant 70 ans. Stigmatisation, décrédibilisation, moquerie, intimidation, campagne de presse orchestrée, ça a été prouvé, placardisation, menaces diverses. Dans les cas les plus graves, et là il ne s'agit plus des autorités militaires mais de sources indéterminées, nous avons eu des licenciements, des agressions physiques, des cambriolages, des incendies criminels, comme James Grimhaw, qui était shérif de Folkville en 1973, qui avait exhibé une photo de l'homme aluminium. Bon, on ne connaît pas l'origine, si c'est extraterrestre ou si c'est un camion ou je ne sais quoi, mais en tout cas, le simple fait d'avoir montré cette photo, il a perdu son travail, il s'est fait licencier donc, de son poste de policier, sa femme est partie, on lui a incendié sa caravane et on l'a menacé. La totale. Il a tout perdu. Oui. Je ne fais pas le détail des pilotes qui avaient été intimidés. Il y avait le fermier Matt Brazett dans l'affaire de Roswell qui avait été assigné une semaine sur une base en 1947. Une radio qui avait été menacée. On lui avait dit si vous continuez à parler de ça, on va vous retirer votre patente, votre licence. Dans le Larry King Show en 2008, dans le cas de Stephenville, des témoins disent que des militaires sont venus faire des menaces de mort s'ils parlaient de l'OVNI géant qu'ils avaient aperçu. Etc., etc. Et pour faire une synthèse de ce thème qui est la pression des témoins sur les autorités, vous avez en bas à droite un article du New York Star Ledger, Pilot Ridicule Age Secrecy and Saucers. Un épisode peu connu, j'en ai un peu parlé dans l'émission sur la grande pilote OVNI. En 1958, ils ont fait une pétition. C'est des pilotes qui sont tous vétérans et témoins d'OVNI et qui se plaignaient de la chose suivante. C'est-à-dire que dès qu'ils observaient des ovnis, ils étaient déjà obligés de le reporter. Et dans ces cas, on venait les récupérer juste après la fin de leur vol. Et ils étaient immobilisés plusieurs heures. Après des vols fatigants, ils étaient astreints à des interrogatoires. Et surtout, ce qu'ils reprochent, c'est que une fois qu'ils avaient expliqué ce qu'ils avaient vu, c'est de s'entendre dire qu'ils avaient juste observé des mirages ou des éclairs, ou des lanternes, des choses comme ça. En gros, ils étaient briefés pour que l'information soit maîtrisée par l'institution. Voilà. Et après, d'être menacés de sanctions s'ils parlaient publiquement de ces observations. Et je rappelle qu'il y a une sanction officielle depuis les années 50, qui est la circulaire Janab 146, qui promet 1 an d'emprisonnement et 10 000 $ pour toutes les personnes qui parlent publiquement ou qui diffusent des informations sur les ovnis aux États-Unis. Ah bon? Alors, oui. C'est-à-dire qu'un militaire qui parle a obligatoirement des sanctions, ce qui est prévu par la loi. Il peut, oui, effectivement, il y a la loi peut le sanctionner. C'est fou, ça. Donc c'est 1 an d'emprisonnement, 10 000 $ d'amende. Donc heureusement que sur Nuira TV, à chaque fois qu'on fait une émission sur les ovnis, on ne se prend pas 10 000 $ d'amende. J'ai envie de dire, on aurait fermé l'antenne depuis belle lurette. D'ailleurs, j'en profite, une petite précision. Je vois sur le chat, les Nuréens, certains d'entre vous voient des pubs pendant le live. Je suis le premier surpris. Je crois que YouTube récemment a remodifié ses paramètres. Donc soyez sûr d'une chose, c'est que nous, notre volonté, c'est pas qu'il y ait de mettre des pubs sur les lives. Il y a des pubs sur les vidéos en replay, on l'a toujours fait et vous savez comment ça fonctionne. Mais sur les lives, il n'est pas question pour nous que le live soit interrompu par de la publicité. Donc il va falloir que je me penche sur le paramétrage YouTube pour voir si je ne peux faire en sorte que ce ne soit pas le cas lors du prochain live.
si j'y arrive pas, c'est que YouTube nous contraint à mettre des espaces publicitaires, même dans la diffusion des lives, et à ce moment-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais sachez voilà, que c'est pas une décision de notre part d'interrompre le live, et apparemment, on les avait pas tous en même temps, donc voilà, c'est petit communiqué là-dessus, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour contourner la chose, mais je vous garantirai. Excuse-moi pour l'interruption, Franck, mais je voulais préciser ça. Ah oui, parce que ça peut paraître étrange. Sur un live, quand même. Oui, parce que ça veut dire que la vidéo est coupée et qu'il y a une pub qui passe, quoi. Et que les gens reprennent avec un petit décalage de 30 secondes si la pub... C'est pas cohérent tout ça, puis c'est pas le but sur les lives de mettre une publicité. On verra ce qu'on peut faire, il va falloir que je me penche sur que je mette les mains dans le moteur, que je retrousse les manches et je vois comment comment fonctionne YouTube maintenant. À mon avis, ils ont changé des choses. Voilà. Et n'hésitez pas à dire si vous voyez des pubs étranges. Bon. Alors, dans les rubriques concernant la crédibilité des autorités US sur le sujet, alors je précise bien sûr que les autorités militaires américaines sont crédibles sur bien d'autres sujets. Par exemple, quand elles veulent organiser une guerre, elles savent bien la préparer. Elles ne les gagnent pas toutes, mais c'est leur spécialité. Par contre, concernant le sujet OVNI, évidemment, alors il y a aussi les cas de désinformation. Alors je cite un cas, c'est un agent de la FOSI, qui est une branche de l'US Air Force, qui s'appelait Richard Doty. Et en 2014, il y avait un article dans les journaux qui disait qu'il avait avoué qu'il était chargé de falsifier des documents et de désinformer des chercheurs, comme Paul Benevitz. Et il a notamment fait croire qu'il y avait une base extraterrestre à Dulce, où il y avait différents étages, où il y avait des expériences horribles qui étaient faites, il y avait des fausses photos qui circulaient, des faux agents. Donc, à certains moments, c'est qu'un exemple, effectivement, on a construit de faux dossiers pour désorienter des enquêteurs, pour mélanger le vrai du faux. La fameuse désinformation qui nuit autant, si ce n'est plus, que le blocage d'informations à la cause ufologique. Voilà, donc un petit résumé qu'on pourrait bien sûr très certainement élargir jusqu'en 2017. Et en 2017, le ton va changer, mais en tout cas, on peut remarquer que pendant 70 ans, ça n'a pas été très clair. On voit bien qu'il n'y a pas la crédibilité des autorités sur le sujet manque de consistance. Je passe au dossier suivant, l'audience publique du Bureau des OVNI du Pentagone qui s'est tenue en mai 2022. À noter, puisque c'est une première depuis une cinquantaine d'années, il y avait Scott Bray et Ronald Muntrich, donc de la navale, du renseignement et du naval. Et avant de rentrer dans le contenu de cette conférence, je vais vous parler des deux vidéos qui ont été montrées. La première, c'est une espèce de sphère qui a été prise depuis un avion F-18 en 2021. Et là, curieusement, eh bien, le logiciel d'analyse français IPACO, qui a été utilisé par Ruben Lionsak, on parle sur son Facebook, il aurait détecté assez rapidement des fils, donc typiques d'un ballon hélium. Ouais. Et on note, donc ça sera à vérifier, et sur le deuxième cas, on est sur un effet bokeh. Alors ce qui se passe, c'est-à-dire que nous n'avons pas réellement une pyramide verte volante, mais quand on a ce genre d'effet, c'est quand l'image passe par plusieurs canaux, eh bien elle peut en effet final donner ça. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Parce que là, a priori, c'est un drone, entre guillemets, qui a été pris sur un navire de l'US Navy en 2019. Un drone inconnu. Ouais. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que là aussi, cet effet bokeh, il est connu par les spécialistes, même Mick West en avait parlé. Et c'est étonnant que donc le Bureau d'études des ovnis du Pentagone nous présente deux dossiers qui sont quelques jours après démystifiés. Tu penses que ça pourrait être volontaire, c'est-à-dire que le Pentagone dit voilà nous ce qu'on a, regardez les vidéos, c'est démystifié derrière par d'autres, ils disent bah vous voyez c'est pas nous qui l'avons dit, et comme ça le travail est fait, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ça pourrait être ça, ou alors c'est un manque de travail, c'est-à-dire que s'ils avaient confié ça à des spécialistes, par exemple je prends le logiciel IPACO. IPACO c'est pas une multinationale, c'est des gens qui sont experts dans leur domaine en France, mais ils sont un petit groupe. Si tu veux, donc ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que le Pentagone, qui a quand même un budget en 2022 de 870 milliards de dollars, peut quand même faire analyser des photos avant de les présenter au Congrès, quoi. De la même manière, je ne suis pas sûr que le Pentagone n'ait que ces deux vidéos sous la main en 2022 à partager. Ça semble vraiment... en gros, on nous donne des cacahuètes, amusez-vous les singes, et puis nous, on continue nos affaires de grands.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Excellente remarque, Guillaume, et d'ailleurs, on va en avoir la preuve après. Alors, je passe à la suivante pour voir ce que ça contenait. Un point, c'est que, effectivement, ce bureau d'études des ovnis, il date de quelques années. Mais c'est pas le Pentagone qui l'a créé naturellement. C'est Donald Trump qui avait demandé un rapport, et ensuite qui avait demandé un rapport régulier sur ce sujet. Et donc, ça a changé plusieurs fois de nom. D'abord l'UAPTF, puis après l'AOI MSG, et maintenant l'ARO, Bureau de résolution de tout domaine, qui couvre un peu plus que l'OVNI classique, puisqu'il fait l'aérien, le spatial, l'aquatique et les transmédiums. Les transmédiums, c'est des objets qui sont capables d'aller dans différents milieux, qui sont capables à la fois, par exemple, d'aller sous l'eau, dans l'air et dans l'espace. Alors, autant le dire, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, et c'est très très compliqué. Mais en tout cas, on a des caractéristiques d'OVNI qui sont transmédiums. Les deux personnages concernés, Ronald Moultrie et Scott Bray, leurs fonctions. À date, ils avaient 400 cas d'UAP, donc le terme pour dire OVNI, versus 143 inexpliqués dans le pré-rapport l'année précédente. Les UAP sont considérés comme des phénomènes physiques, parce que on a leurs traces sur de multicapteurs, radars, senseurs, infrarouges, etc. Ça peut être un point important. On fait allusion à des cas de collision, ou quasi-collision. On n'a pas la liste. Là, ça nous intéresse, parce que qui dit collision dit peut-être crash éventuel derrière. Oui. Alors, là, on n'a pas le détail, c'est savoir si c'est des collisions ou quasi-collisions. Mais je vais vous parler des dossiers connus. C'est des affaires qui sont connues en ufologie. On a Richard Haynes, par exemple, parlé d'une quarantaine de cas. Je vais vous en donner 3 emblématiques. En 1951, il y a en février de mémoire, c'est le commandant de bord, Graham E. Bethune, qui dit qu'il était avec tout l'équipage dans son avion. Il y a un point brillant qui se rapproche à très forte vitesse, 1600 km/h. Il stoppe soudainement à 150 mètres de l'avion. C'était un disque géant qui faisait 100 mètres de long. Et après, l'objet repart dans d'autres directions à pleine vitesse. Tout ça, je l'avais déjà présenté, mais on a effectivement l'interview face caméra de M. Bethune, on a des croquis, etc. Un deuxième cas, c'est celui de Manissès. Pour cela, il faut avoir Thierry Golin d'Evny Languedoc qui a très bien étudié le cas, mais en résumé, c'est un avion de Caravelle qui se fait escorter par des lumières très intenses, à tel point que, sentant le danger, il est obligé d'atterrir en urgence. Cas bien documenté, et on en a beaucoup d'autres comme ça. Je m'en rappelle d'un autre en 1995, c'était l'avion qui atterrissait à l'aéroport de Bariloche en Argentine, qui a été carrément accompagné sur son côté par un disque volant qui a perturbé aussi magnétiquement toutes les sources d'énergie de l'aéroport. Ah oui. Donc on a différents cas. On a les cas les plus inquiétants, c'est les cas de quasi-collision, d'objets qui foncent sur un avion et qui l'évitent au dernier moment. On a les cas d'escorte ou les cas d'avions qui se font suivre mais par derrière. Voilà. Mais on reviendra sur ces 11 cas de collision parce que l'affaire a rebondi après. Okay. Alors, là, comme je disais, on annonce la volonté d'estigmatiser le sujet. Je veux dire, il y a du boulot à faire pour rattraper tout ce qui s'est passé pendant 70 ans, mais au moins c'est un vœu pieux. Et le bureau des Patagones ne confirme pas une origine extraterrestre, mais ne l'exclut pas non plus. Il faudra s'habituer à ça, parce que s'ils répètent ça en boucle, je suis content. Ouais, c'est... Ils se mouillent pas trop, les gens, là-bas. Oui. Donc après, quelques incohérences. En fin de compte, les responsables de l'AOI-MSG se sont abstenus de donner beaucoup de précisions sur les caractéristiques de ces ovnis et ses moyens de détection, refusant même de répondre aux questions du Congrès en disant qu'ils allaient en parler, mais en audience privée. Ils semblaient gênés d'admettre, sur une question du politicien Mike Gallagher, qu'ils ignoraient le cas de Malmström, où Robert Salas avait décrit des missiles qui avaient été désactivés par un ovni. Donc c'est curieux pour des gens qui disent connaître les cas et travaillent sur l'ufologie de rien savoir sur ce cas. Ignorer Malmström, c'est quand même un grand classique de l'ufologie de ces 30-40 dernières années. On ne peut pas passer à côté. Il n'a pas été fait mention des milliers de cas d'ovnis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un peu étrange, qu'on ne parle que des cas depuis 2000, comme si on voulait mettre tout le reste sous le tapis. Et
certains diront que c'est aussi une démarche délibérée pour ne pas parler des cas des années 1947, 48, 50 où déjà des pilotes disaient qu'il y avait des caractéristiques extraordinaires de vol de ces UAP. Les accélérations fulgurantes après un vol stationnaire, c'était déjà là. Les ovnis géants aussi. Ceux qui étaient de taille très réduite, en dessous d'1 mètre aussi. Les vols en formation, tout ça, les déplacements silencieux sans banque sonore, ça existait. Donc voilà. Et après, on nous parle de ce que j'avais dit, et aussi on apprend que des vidéos haute résolution qui ont été transmises à un groupe de politiciens concernés. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les montre pas? Pourquoi est-ce qu'on nous montre des cas douteux de vidéos lors de ces commissions? Enfin voilà. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, on nous dit oui, il y a des documents convaincants, mais nous on les voit jamais. Et à un moment, je comprends que les gens se disent on se moque de nous et on s'amuse avec nous sur ce dossier OVNI. Bah, on va les retrouver ce soir. Alors je passe à la plus récente, une des plus récentes auditions de la Haro. Et cette fois-ci, nous avons au Congrès américain, c'est animé par Kirsten Gillibrand, donc une politicienne américaine, donc hiérarchiquement supérieure au Pentagone, hein, puisque c'est les politiciens qui donnent des directives à l'exécutif. S'agence, ouais. Et donc là, on interviewe le nouveau directeur, donc qui est Sean Kirkpatrick. Là, on nous montre 2 nouvelles vidéos. Alors pour une fois, il y en a une qui est résolue. C'est une sphère qui a été filmée au Moyen-Orient par un drone militaire. Là, vous la retrouverez, on voit cette boule là qui se déplace. Certains ont imaginé que c'était un ballon, mais ça m'apparaît aller un peu trop vite quand même. Il faudrait vérifier avec le vent, avec les... Mais en tout cas, on a ici le profil type de l'OVNI tel qu'il existe depuis au moins 1947, c'est-à-dire avec une sphère qui se déplace sans système de propulsion apparent. Et ça, c'est très compliqué à faire en aéronautique. Même, je dirais, si c'est une sphère métallique, il n'y a rien qui puisse la faire voler comme ça. Tout ce qu'on sait faire, c'est prendre un drone avec une hélice, lui mettre une armature sphérique autour, et le faire voler comme ça, mais ça ne va pas plus vite qu'une voiture. On apprend qu'il y a 650 cas à l'étude, toujours la même rengaine, donc rien ne laissant penser que ces engins pourraient être d'origine extraterrestre. Seule une poignée de cas ont pu être élucidés avec certitude, mais la plupart demeurent irrésolus en raison d'un manque de données. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que, comme on le disait auparavant, c'est très curieux, tous ces gens qui nous disent ils ont tous les moyens qu'il faut pour étudier les phénomènes OVNI et ils nous disent qu'ils n'arrivent pas. Et là, il y a la première incohérence, c'est que c'est le manque de résultats. Ça fait depuis au moins 2 ans que ce bureau existe. Et par exemple, si on était dans une sphère privée, si une entreprise crée son propre bureau d'études de ces ovnis, au bout d'un moment, le patron va demander des comptes. Il va dire, monsieur, je paye votre service, votre salaire, vos frais. Au bout d'un moment, ça fait 2 ans, on attend les résultats. Ouais. Oui. C'est vrai que pour en plus une nation qui a cette culture de la performance et de l'évaluation de la performance dans l'activité professionnelle, je trouve qu'ils n'ont pas énormément d'attentes avec ces agences qui sont censées gérer le phénomène OVNI. Voilà. D'autant plus que ce bureau d'études, il est rattaché au Pentagone. Or, le Pentagone, quand on nous dit qu'il y a un manque de données, je rappellerai que le Pentagone, l'année dernière, donc plus de 800 milliards de dollars de budget, et il a toujours été, les États-Unis ont toujours été la première puissance militaire au monde en termes de pourcentage de budget militaire mondial. À un moment, c'était 50%, maintenant on est à 39% en 2022, et loin devant la Chine, qui elle a 13% du budget militaire. Donc, quand on me dit que les États-Unis n'auraient un manque de données pour récolter des informations sur les ovnis, j'en doute fortement, parce qu'avec tous les moyens qu'ils ont en termes de satellites, en termes de détection pour surveiller la planète, comment n'arrête-t-il pas à avoir de bonnes vidéos sur les ovnis? Et ceci est en contradiction, cette histoire de manque de données, avec des informations qui commencent à fuiter de part des pilotes ou des politiques qui nous disent qu'ils ont vu des vidéos de résolution. Alors, en 2021, on nous dit que des politiciens qui s'occupent et qui sont accrédités pour étudier le phénomène OVNI-UAP ont reçu plus d'une quinzaine de vidéos haute résolution et certains ont parlé dans les médias en disant c'était si extraordinaire qu'on se croyait dans un film de science-fiction.
C'est-à-dire qu'il y aurait eu des disques volants qui s'approchent à quelques mètres des caméras, des avions. Il y aurait un triangle qui aurait surgi de l'eau. Des histoires comme Oui, ça. ce qui permettrait. Alors, peut-être pas, parce qu'on a peut-être affaire à des surfaces très lisses, sans aucun relief ou élément qu'on puisse distinguer, mais avoir quelques détails sur la structure, sur la manière dont sont faits ces engins, ça serait quand même assez exceptionnel. Et pour ça, il faut des vidéos haute résolution. Voilà. Donc là, je fais une petite liste, mais je propose de passer à la session parce qu'on va tous les détailler, puisqu'on vous avait promis de vous donner les adresses. Alors là, c'est le Canimitz, où, je vais faire un résumé rapide. En novembre 2004, les enregistreurs radars du groupe aéronaval Nimitz, dont le navire Preston, commencent à enregistrer des groupes d'objets qui arrivent à très haute altitude, au-delà de 20 km de hauteur. Et ils apparaissent par groupe de 4 à 12, et ils ont des comportements inexplicables, c'est-à-dire soit du vol stationnaire, soit des vitesses très lentes, en dessous de 100 km/h, ça serait en dessous de la portance d'un avion, donc il se cracherait. L'altitude est impressionnante, parce que par exemple un hélicoptère, record mondial d'altitude, c'est 12 km, donc on ne comprend pas pourquoi il y a des objets stationnaires à plus de 20. Et après, le plus surprenant, c'est les chutes d'altitude extrêmement rapides, par exemple à vitesse de 10 km par seconde. Donc 10 km par seconde, c'est comme habituellement un avion, il vole à 10 km de hauteur. Donc c'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, on le voit dans le ciel, en moins d'une seconde, il se stabilise au sol et on vol stationnaire. Donc voilà, il commence à observer ça, il recalibre les radars, pensant que c'est une erreur, mais ça continue. Donc on envoie d'abord le lieutenant-colonel Kurt qui va repérer une très forte zone de turbulence au niveau des eaux, à la surface des eaux. Et ensuite, suite aux écho-radars, on envoie David Frévor et 3 autres pilotes, dont Alex Dietrich, qui est une femme ici représentée, qui a plusieurs centaines d'appontages d'expérience, et Gene Slett et un autre. Ils vont arriver au contact et ils vont décrire ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un tic-tac blanc qui est capable de se déplacer dans toutes les directions et qui va se stabiliser un moment pour foncer sur eux. Puis après, partir dans une autre direction où vous avez prévu de se joindre, qui s'appelle Cap Point. Donc là, il y a un constat visuel qui a été fait par plusieurs pilotes. Et après, il y a Chad Underwood qui est envoyé sur les lieux parce que lui, il avait une caméra infrarouge. Et il va filmer ça. La vidéo qui est marquée Fleer One, c'est celle qu'on a tous vue, qui circule sur le net. Mais comme on en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des sources qui nous indiquent qu'il y avait une seconde vidéo, enfin la même, mais haute résolution, qui a circulé, alors on le voit dans le rapport de la SCU qu'on peut librement télécharger, qui est une coalition scientifique américaine, qui a récupéré des informations. Donc 18 membres d'équipage ont vu cette vidéo haute résolution qui a circulé pendant 24 heures sur le Preston. Après, il est dit que des hommes sans uniforme sont arrivés en hélicoptère et ont réquisitionné cette vidéo. Et comme l'explique un des radaristes, il a dit « Moi, je ne sais pas qui vous êtes, il me faut l'ordre du capitaine. » Et le capitaine du Preston a confirmé l'ordre. Donc, ces gens sans uniforme qui sont arrivés, ce sont des gens qui sont capables de donner des ordres à des commandants de navires d'un groupe aéronaval nucléaire. Donc, à des commandants de porte-avions. Donc là, ça peut être que des huiles de la Navy, du Pentagone, ou éventuellement des membres du gouvernement qui donnent des ordres à des militaires. Mais ça peut être que le top du Pentagone. Donc, une vidéo de 10 minutes, et notre chance, c'est qu'il y a des radaristes qui n'étaient pas dans l'avion, mais qui, eux, ont vu toutes les mesures radar, et qui ont vu cette vidéo circuler. Ils nous expliquent ce qu'il y avait dessus. Bah, c'est comme je le disais dans les reconstitutions, on a un tic-tac blanc comme ça, qui va instantanément à droite, à gauche, en avant, en arrière, et qui s'arrête instantanément, qui repart instantanément, sans visiblement accélération progressive. On a l'impression qu'il est soumis à... Voilà, ça va faire presque 30 minutes, hein. C'est très très long, hein. J'en suis même pas à la moitié, donc je pense que je vais faire la suite tout de suite après. Et puis et les autres suites demain. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.